Ah bah oui, Jeff. Oui. I was told that seeing the Earth from space changes the lens through which you view the world. Je vois qu'il a travaillé son histoire. For just how much that would be true. We must all stand together to protect our world. Glasgow, c'est un peu le produit de Paris, dans le sens où, avec Glasgow, ce qu'on voit, c'est du coup comment l'accord de Paris, finalement, il a un peu ouvert les portes à ce type d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, à travers l'accord de Paris, il y a désormais une énorme porosité entre les États, les milliardaires, philanthropes, les entreprises. Enfin, c'est cette, voilà, il y a une sorte de flou général qui s'est créé. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Londres, à Paris, et je travaille sur la gouvernance climatique. Donc j'ai travaillé sur les COP, j'ai suivi les COP, j'ai assisté à des COP aussi. Je vais te montrer quelques extraits. Attends, je peux appuyer sur play. Alors. The Secretariat was not aware that parallel meetings were taking place and was not aware that tax was being negotiated elsewhere. Il y a une vraie tension à Bali, on ressent cette tension. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo, elle a été filmée, je sais pas à quelle heure, très tard le soir ou très tôt le matin, la dernière journée de la négociation, tout le monde était complètement à bout, il n'arrivait toujours pas, en fait, à déboucher sur un sorte d'accord. Donc, je pense que là, Ivo Debord, on sent qu'il est vraiment à bout, tout simplement parce qu'en fait, c'était une situation de blocage en fait. Et les États-Unis ne refusaient de bouger tant que les pays dits en développement, et il parlait notamment de la Chine, ne s'engageaient pas eux aussi en fait à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais en gros, l'argument des États-Unis, c'était de dire maintenant, si vous prenez l'exemple de la Chine, en fait, la Chine qui s'est développée, qui s'est industrialisée aussi énormément. En fait, ils sont devenus aussi un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, eux aussi doivent faire un effort. Parce que jusque-là, c'était seulement les pays industrialisés qui devaient réduire leurs émissions. Donc, les pays comme la Chine, mais aussi les pays dits en développement, eux n'avaient pas, en fait, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on voit vraiment un début de basculement où finalement, on commence à dire, mais en fait, tout le monde doit faire des efforts. Tu peux appuyer sur Alors là, c'est à Copenhague, donc c'est à la COP 15. Donc c'est les images de manifestations. Donc il y a eu des très fortes mobilisations. Alors, j'y étais et je me souviens, il faisait très très froid. Mais malgré tout, il y avait beaucoup de monde dans la rue. Ce qui a changé entre Bali et Copenhague, c'est que l'enjeu climatique, il a pris des proportions énormes. Cette période, elle est importante de ce point de vue-là. Enfin, 2006, c'est Une vérité qui dérange d'Al Gore. C'est aussi Katrina aux États-Unis en 2004. En fait, la question et l'enjeu climatique, en fait, il devient un enjeu vraiment central, en fait, et structurant. C'est vraiment devenu presque le sujet numéro un. Pendant longtemps, les organisations non gouvernementales, elles étaient essentiellement actives au sein de l'espace COP et donc au plus près des négociations. Et en fait, avec l'émergence de collectifs qui étaient d'une approche de justice climatique, eux, ils ont une approche, on va dire, un peu plus confrontationnelle, on va dire. Je pense qu'il y a cette idée que les négociations, ça va nulle part, que c'est une perte de temps, que ça mène à rien, en fait, concrètement. C'est pour ça que là, l'image qu'on voit, c'est des activistes dans la rue. Copenhague, c'est un échec parce que on n'a pas abouti sur cet accord global, je veux dire, sur le climat. Et en plus, sans les médias et l'interprétation qui a été faite, c'était un échec. C'est la déception qui domine dans la blogosphère au lendemain du sommet de Copenhague sur le climat. Copenhague, la conférence sur le climat a pris fin. L'attente était grande, la déception est d'autant plus forte. Après l'échec retentissant de Copenhague, le ton a bien changé. Et donc c'est là aussi, on voit l'importance aussi de la dimension strictement communicationnelle en quelque sorte des COP. C'est-à-dire qu'en fait, une COP est un échec, pas seulement par rapport à ce qu'on y négocie, ce qu'on discute, les textes qu'on discute, mais aussi par rapport à comment elle est interprétée. C'est parce que finalement, l'événement a été interprété comme un échec que ça c'est considéré comme un échec. Et c'est ce qui va faire prendre conscience aux constructeurs, à ceux qui vont bâtir l'accord de Paris par la suite, que la communication, c'est quand même un point essentiel, en fait. Il faut réussir à maîtriser
le discours, le sort de narratif en fait autour des COP. Et c'est pour ça qu'en fait autant de moyens vont ensuite être injectés dans en fait la communication et dans la maîtrise en fait de la communication. Je vais te montrer le troisième extrait. Ouais. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. L'émotion qu'on voit, c'est une sorte d'effet miroir par rapport aux images qu'on a vues de 2007. Dans l'accord de Paris, la question du discours était centrale. Il fallait déjà à tout prix que l'accord de Paris soit interprété comme étant un bon accord. L'accord de Paris, en fait, il fixe un objectif global de limitation de la hausse des températures à l'échelle globale. Mais c'est aussi un accord qui finalement est fondé sur cette idée d'engagement volontaire. C'est comme si, voilà, on était tous les deux au réveillon et on s'engageait tous les deux à faire du sport. Ces acteurs savent que l'accord n'est pas engageant, mais parce qu'en fait, alors, il n'est pas engageant. Eux, ils diront que oui, parce qu'il est engageant pour la planète. C'est que de la com, en fait, au final. Donc, en fait, il n'y a aucune espèce de contrainte. C'est-à-dire que on peut promettre tout et n'importe quoi. Il n'y aura jamais personne pour vous taper sur les doigts si, finalement, vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés vous-même. On a tous des engagements, tous les réveillons, on a des engagements pour l'année qui vient, mais on les tient rarement. Là, c'est un peu la même chose. Donc, on peut s'engager sur quelque chose de très ambitieux et au final ne pas le faire. Surtout que bon, quand on parle en engagement, c'est un engagement d'ici 2040, d'ici 2050. On sera plus au pouvoir, ou on sera plus à la tête de notre entreprise. Donc on peut voilà, cette mise en scène, elle est importante parce que l'idée c'est de se dire, en fait, à travers ces mises en scène, en envoyant tout le temps ces signaux sur cette idée qu'en fait on est en train d'agir sur le climat, en fait, ça va encore une fois créer une forme d'émulation et amener finalement ce changement que l'on espère tous. C'est une vision très très particulière en fait de la gouvernance parce qu'en plus ça redéfinit en quelque sorte le rôle des COP elles-mêmes. C'est-à-dire que les COP, elles sont de plus en plus des scènes, des spectacles en fait qui servent à envoyer des signaux au monde. Et la partie négociation, on va dire pure et dure, finalement, elle est un peu laissée de côté, quoi. Il y a aussi en fait ces images des gens au premier rang qui applaudissent. Et c'est pas juste des chefs des négociateurs, etc. On retrouve Al Gore, donc ancien vice-président américain, mais qui en fait est devenu une sorte de égérie un peu de la cause climatique, mais qui a aussi construit sa fortune personnelle dans les questions de finance vertes. Et à côté de lui, il y a aussi Nicholas Stern, donc, qui est un économiste qui avant était à la Banque mondiale, mais qui est l'auteur d'un rapport qui est sorti en 2006, le rapport Stern, qui a été un rapport assez important aussi sur l'économie du changement climatique. Mais lui aussi, en fait, qui fait partie de ces acteurs, en fait, qui naviguent justement, notamment grâce à ces fonds philanthropiques et qui sont pas des représentants de gouvernement, mais qui en fait influent énormément, on va dire, sur les débats. Et donc le fait de les voir en fait au premier rang, quelque part, c'était un peu leur victoire aussi, en fait. Alors l'aspect spectacle des COP, on le voyait déjà un petit peu, on va dire, à Copenhague, parce qu'il y avait aussi quand même un côté assez spectaculaire. Mais c'est vrai qu'à partir de Paris, ça va un peu se normaliser au fond, parce que en fait, ce qu'on va voir au lendemain de Paris, c'est en fait que les COP elles vont être de plus en plus attirer aussi tout un tas d'acteurs en fait qui vont se greffer dessus pour en fait se servir du moment COP pour faire la publicité des actions qui sont en train de mener. Je vais te montrer la prochaine vidéo. Ah bah oui, Jeff. Oui. I was told that seeing the Earth from space changes the lens through which you view the world. Je vois qu'il a travaillé son histoire. For just how much that would be true. Looking back at Earth from up there, the atmosphere seems so thin. The world so finite and so fragile. We must all stand together to protect our world. Effectivement, Jeff Bezos, alors c'était à la COP 26, je crois, à Glasgow. Qui a fait un discours. En fait, il venait de lancer sa nouvelle fondation, donc le Bezos Earth Fund, qui est devenu en fait de fait la plus grosse fondation philanthropique active sur le climat. Et oui, c'est un discours intéressant parce qu'en fait, il donne ce discours très peu de temps après être parti dans l'espace à bord de sa fusée.
quelque part, il justifie son voyage dans l'espace en disant qu'en fait, il a fallu que je m'extrais de la Terre. Enfin, grâce à mon voyage dans l'espace, en voyant la Terre, en fait, je me suis rendu compte de sa fragilité. Donc, une sorte de prise de conscience qui était possible grâce à ce voyage dans l'espace. Et ce qui, moi, je trouve intéressant dans cette image de la planète vue de l'espace, ça aplanit, en fait, dans le sens où Jeff Bezos disparaît. Enfin, Jeff Bezos est un humain parmi d'autres, en fait. Donc, ça crée une sorte de faux sentiment qu'on est tous dans le même bateau, qu'on est tous, on a tous la même vulnérabilité face à la crise climatique, face à ce sorte d'effet en fait d'effacer aussi tout un tas de différences, que ce soit en termes de vulnérabilité, mais aussi en termes de responsabilité. C'est aussi un outil très pratique pour dire qu'en fait voilà, quelque part on partage tous en fait la même responsabilité et du coup voilà, lui en tant que Jeff Bezos, ultra riche, avec ses jets et ses super yachts, finalement, en fait, il n'est pas très différent que vous et moi, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait qu'un individu donc ultra riche puisse avoir en fait une tribune dans ces espaces-là et qu'on lui donne en fait de la place et qu'on estime finalement que c'est une personne qui importante en tout cas, qui peut peser, on va dire, sur le débat, qui peut participer aussi au combat contre les changements climatiques. Jeff Bezos à la COP, il y va pour promouvoir sa fondation philanthropique et il y va du coup pour aussi promouvoir sa vision en fait de ce qu'on doit faire. La vision de Jeff Bezos, et notamment par le biais de sa fondation, c'est de promouvoir les marchés carbone, les crédits biodiversité, donc tout un tas de mécanismes de marché. Donc cette idée en fait de mettre un prix en fait sur le carbone. Donc il y a de l'argent à faire en fait aussi de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça que en tout cas c'est ma lecture de leur engagement, c'est ça, c'est que il y a une question de légitimation de soi, il y a aussi une question d'opportunisme. Glasgow, c'est un peu le produit de Paris dans le sens où avec Glasgow, ce qu'on voit, c'est du coup comment l'accord de Paris finalement il a un peu ouvert les portes à ce type d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, à travers l'accord de Paris, il y a désormais une énorme porosité entre les États, les milliardaires, philanthropes, les entreprises. Enfin, c'est voilà, il y a une sorte de flou général qui s'est créé. Alors que jusqu'à Paris, en tout cas, traditionnellement, on va dire, la gouvernance climatique, c'était essentiellement interétatique. C'est des gouvernements qui négociaient entre eux. Mais avec Paris, compte tenu de la nature de l'accord, encore une fois, un accord centré sur cette question des discours, cette idée des incantations, un accord aussi qui est très centré sur les engagements volontaires et donc qui s'ouvre aussi à des acteurs non étatiques. Bah, du coup, ça donnait aussi plus d'importance à des personnes comme Bezos et d'autres entrepreneurs milliardaires, quoi. Ils sont devenus finalement des gens importants en fait grâce à l'accord de Paris. Je vais te montrer le dernier extrait. Ecosystem of people, plants and animals. There is no planet B. Je pense que c'est une vidéo promotionnelle de la présidence donc des Émirats Arabes Unis de la COP 28, une sorte de ramassis un peu des discours qu'on retrouve en fait, notamment à l'échelle internationale. On voit aussi comment il y a une sorte de porosité, même une réappropriation aussi parfois des discours de certains acteurs non étatiques et notamment d'ONG, y compris de mouvements plus activistes, par en fait ces acteurs dominants du débat. Notamment depuis, je dirais 2018 en particulier, en fait avec Fridays for Future, Extinction Rebellion, il y a une vraie réappropriation aussi du vocabulaire aussi des mouvements climat. Le fait que ce soit aux Émirats Arabes Unis, effectivement symboliquement c'est assez fort. Pour quelqu'un d'extérieur, c'est assez choquant en fait que ce soit dans un pays pétrolier. En fait, c'est toujours choquant, quelque part, une COP. C'est aussi choquant que ce soit à Katowice, en Pologne, parce que c'était organisé par un pays qui promeut le charbon à tout va. Après, pour les gens qui suivent le processus, qui sont vraiment au cœur du processus, ils pourraient être aux Émirats Arabes Unis, comme ils pourraient être à Varsovie ou à Rio. Ça change finalement pas grand-chose, parce qu'en fait, ils sont une sorte de bulle. Et c'est toujours un peu le problème aussi, quelque part. C'est que c'est une bulle. Deux gens en plus qui se connaissent et qui se côtoient depuis des années, en fait. Il y a vraiment des gens qui sont dans les COP depuis le début, en fait. On
pourrait dire les COP c'est hyper choquant, ça n'a aucun intérêt, surtout depuis Paris, c'est devenu une sorte de foire en fait internationale du climat quoi. Donc pourquoi y aller, à quoi ça sert? Et je pense que du coup effectivement il y a énormément d'activistes climatiques qui n'y vont plus, ou en tout cas qui ont pris leur distance en fait avec cet espace-là, ou alors qui se contentent d'être à la marge, de se servir du moment, parce qu'encore une fois il y a une forte médiatisation de l'événement, mais qui pour le coup ne s'intéresse plus du tout à ce qui s'y discute. Moi, mon avis, il est peut-être un peu plus nuancé, parce que je continue à estimer que, mine de rien, en fait, la COP, il y a encore des choses à gagner. Ça reste quand même un espace de confrontation, en fait. Et je pense que il faut jamais abandonner des espaces de confrontation. Il faut pas abandonner un espace à ceux contre qui on s'oppose. Il faut pas leur laisser ce luxe, en fait, de profiter de cet espace impunément.